Bonjour et bienvenue sur cette matinale Innova Presse, votre rendez-vous de l'immobilier et de la ville. Aujourd'hui, je reçois GA Smart Building qui a récemment lancé Rouge, sa nouvelle marque de logement bas carbone et hors site. La société de promotion, elle a déjà l'habitude de faire du hors site sur le tertiaire et cette fois-ci, c'est sur le résidentiel qu'ils vont. Je reçois donc Sophie Menet. Bonjour Sophie, vous êtes directrice générale de l'immobilier résidentiel pour le groupe GA Smart Building. Allez-y. Bonjour Jean-Baptiste. Merci, c'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelles ont été les motivations qui ont poussé le groupe GA à se lancer sur une marque dédiée, hors site, pour le logement ? Alors, il y a déjà une première motivation qui a été de lancer une structure de logement en début d'année. Peut-être pour... Vous avez d'ailleurs rejoint le groupe à ce moment-là. Voilà, moi j'ai rejoint le groupe en début d'année parce qu'il y avait une volonté effectivement dans le groupe de se diversifier et un groupe qui a quasiment fait de son ADN, le hors-site, puisque ça fait maintenant depuis les années 70 que le groupe s'est développé en créant des usines de façon... Donc je vais peut-être rappeler en deux mots ce qu'est le hors-site. Le hors-site, c'est le principe de concevoir un immeuble en BIM, voire même ce qu'on appelle en full BIM. On fait des vrais avatars numériques de nos bâtiments. Et ensuite, de le préfabriquer, de préconstruire finalement l'ensemble de ces composants dans des usines pour être sur le chantier ensuite seulement sur de l'assemblage. D'accord. Donc historiquement, le groupe possédait des usines béton, des usines de préfa également pour tout ce qui était équipement de confort, donc clim, GTB, GTC. D'accord. Des éléments de façade et de métallerie. Et en 2018, a pris la décision de se lancer aussi dans le bois en rachetant Ossabois. Tout à fait. Et Ossabois qui a quand même une très grosse compétence sur le logement, d'où la réflexion petit à petit qui s'est nourrie de se dire comment en fait on préempte, est-ce que c'est le bon moment pour préempter le hors-site dans le logement. D'accord. Et c'était donc à ce moment-là, et donc 2022, c'était le bon moment. D'accord. Alors, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que vous avez déjà des opérations dans le pipe ? Est-ce qu'on peut en parler aussi ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même le temps long de l'immobilier, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut déjà évoquer peut-être quelques sujets ? Alors, effectivement, le temps long de l'immobilier, il y a moins d'un an encore. C'est peu dire, il y a effectivement moins d'un an. Après, moi, ce que je peux effectivement vous dire, c'est qu'il y a finalement un très, très bon écho et un très bon retour de la part des acteurs B2B à avoir une offre résidentielle hors site pour plein de raisons. Parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de s'adresser à eux en leur parlant de délais très réduits. Avec le lancement de Rouge, on a annoncé des délais divisés par 2. On parle aussi d'une nouvelle... C'est un peu la promesse du hors-site, de manière générale. C'est la vraie promesse du hors-site. En hors-site, on parle généralement de 2 méthodologies constructives. On parle de 2D, donc de 2 dimensions. Ça veut dire qu'on va fabriquer les planchers, les murs dans des usines. Et c'est ces planchers, ces murs qu'on va déplacer, qu'on va assembler sur chantier et on va faire le second œuvre sur le chantier. Dans un cas comme ça, dans ce cas-là, on est à peu près sur un gain de délai de 30%. Et les mêmes éléments 2D, on peut décider de les assembler en usine. Donc ça, c'est une vraie compétence qu'on a aujourd'hui en interne grâce à Ossabois, pour en fabriquer ce qu'on appelle un élément 3D. Cet élément 3D, on vient faire l'intégralité des corps d'état, techniques et architecturaux en usine. Et c'est ce module qu'on vient transporter sur le chantier, poser. Et c'est un élément qui est assemblé et qui est structurel. Parce que souvent, on pense aux salles de bain, on les pose l'un sur l'autre et on peut aller jusqu'à 9 étages aujourd'hui en structurel. En assemblage modulaire, bois. Ok. Donc du coup, quand on est sur du full 3D, imaginons qu'on fasse par exemple une résidence étudiant, on peut gagner jusqu'à 90% de délai. Dans les dernières opérations qu'on a pu mener, on a livré 150 chambres étudiants par exemple en 3 mois. Ça, c'est des vrais délais records. Moi, ce que j'ambitionne pour le logement, c'est vraiment le logement familial. C'est de réussir à bien mixer cette 2D et cette 3D de façon à adresser un produit qui soit très innovant, rapide. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de dire 50%, parce qu'il y aura toujours de l'assemblage entre de la 2D et de la 3D pour s'adapter au site. Et surtout, ça nous permet aussi d'avoir des vraies réponses sur les ambitions environnementales de demain. On est passé là depuis un an à la RE 2020, donc c'est un peu la fin de la récréation pour
beaucoup de constructeurs, de promoteurs. En tout cas, c'est le moment où on nous fait comprendre qu'il faut vraiment changer les méthodologies constructives. Et je suis vraiment convaincue que l'industrialisation de l'acte de construire, et donc le fait de remettre une partie de ce qu'on faisait avant sur les chantiers dans des usines, va nous permettre, grâce à l'économie de matières premières, grâce au choix du bon matériau au bon endroit, d'arriver sur des ambitions environnementales très fortes. Et donc, une des ambitions aussi de Rouge, c'est de diviser dès aujourd'hui par 2 l'empreinte environnementale et l'empreinte carbone de ces bâtiments. Et donc, Par rapport à quoi? Divisé par 2, par rapport à quel... Alors par rapport aujourd'hui, à par du rapport à la traditionnel? RE 2020, Ah, en fait, d'accord. voilà, Ok. donc aujourd'hui, toutes nos conceptions, on les fait conformément à la RE 2030. Donc, on va D'accord, déjà ok. chercher les seuils carbone de De 2030. 2030. Voilà. D'accord, ok. Vous avez parlé de plusieurs sites, de plusieurs usines. Est-ce que vous pouvez un peu préciser les secteurs géographiques que vous visez? Vous visez, enfin, parce que on sait que GA est plutôt basé à Toulouse, avec bien évidemment une construction à l'échelle nationale pour la partie tertiaire. Est-ce que c'est la même chose pour le logement? Alors exactement la même chose pour le D'accord. logement. C'est vrai qu'on a notre siège historique à Toulouse. Toulouse. On a 2 usines aussi qui sont sur Toulouse. Mhm. Après, globalement, comment moi je fais mon développement avec mes équipes. Nous, on est plutôt basé en Île-de-France, mais par contre, on va s'adosser à toutes les équipes qui sont présentes sur l'ensemble du territoire, soit parce qu'on a des implantations usines, soit parce qu'on a des implantations de bureaux. Donc ça nous permet de travailler Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Lyon, Colmar, la Normandie. Voilà. D'accord. On se rend compte qu'en fait, le groupe est quand même présent globalement sur l'ensemble Dans du des grandes territoire. régions où il y a Ouais. de grandes métropoles, souvent en développement. Exactement. D'accord, ok. Sophie Ménet, merci pour votre témoignage. Donc du coup, on ne parle pas encore on ne peut pas encore annoncer d'opération. J'aimerais bien pas pour pouvoir tout de vous suite. annoncer la première opération. On D'accord. l'attend dans la semaine. Mais en tout cas, un pipe de développement un pipe intéressant. assez important parce qu'on a quand même eu la chance d'être retenu déjà à pas mal de second tour. D'accord. Donc au mois de septembre, on a remis une dizaine d'appels d'offres en second tour qui totalisent à peu près 1500 logements. Donc D'accord. on les gagnera pas tous, mais j'ose espérer qu'on en gagnera peut-être 1 sur 3. Et puis j'ai aussi des équipes qui font du diffus. D'accord. Toujours pareil. Logement du coup, maison et appartement ou Alors, juste appartement? Quand même plutôt spécialisation sur du collectif. Ouais. Après, on répond à de la maison individuelle parce qu'on a fabriqué un produit de maison individuelle D'accord. qui soit livrable en 1 mois. Donc là, pour le coup, en modulaire. D'accord. Et on y répond plutôt sur des AC. C'est-à-dire que j'ai pas comme objectif de m'adresser à des particuliers en construction, Oui. mais de vendre en VFA en fait D'accord. des lots quand il y a des lots suffisamment importants. Ou sur des réponses à appel d'offres Ou du plus mixte. grandes. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Sophie Ménet, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Nous poursuivons cette matinale Innova Press avec de la data et du foncier. Les 6 et 7 octobre dernier avaient lieu les Assises nationales du foncier et des territoires, une manifestation organisée par le think tank qui s'appelle Lifty autour des nouveaux enjeux, notamment la donnée disponible, publique comme privée, et de l'open data. Je reçois Laurent Escobar. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-dirigeant d'Adéquation, Adéquation qui est une société mais qui est membre aussi du Lifty. On reviendra sur l'actualité d'Adéquation, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce think tank et ce qu'on appelle, mettez-nous d'accord sur les définitions, qu'est-ce qu'on appelle l'open data? Bien, le Lifty, c'est un laboratoire d'initiative porté tant par les acteurs publics que par les acteurs privés. Nous sommes environ 180 à 200 sociétés, plus de 400 membres individus. Un tiers de ces membres sont des entreprises, des acteurs publics, un autre tiers plutôt des institutionnels, des associations investies dans le foncier évidemment, et des chercheurs universitaires, et le dernier tiers, donc comme nous, des entreprises privées. D'accord. Donc le point commun de tous ces acteurs, c'est le foncier. Donc le foncier comme un élément qu'il faut essayer d'expliquer et de rendre simple. C'est un sujet qui est complexe et qui touche finalement le foncier. C'est
le bien perpétuel sur lequel tous les usages se développent, et les usages sont temporaires. Le foncier, lui, est perpétuel. Et donc, il faut qu'on apprenne à le valoriser, mais aussi à le protéger. Donc ça concerne... Une question vraiment d'actualité. Ça concerne tout le monde, on est d'accord. Donc, Ouais. du coup, au sein du LIFTI, on a 3 comités. Un comité sur les stratégies foncières publiques, où on va parler de zéro artificialisation des sols, donc le ZAN. On va parler de retrait du trait de côte, par exemple. On a un deuxième comité qui est sur l'économie circulaire de foncier, où on va parler du retraitement des friches, on va parler de régénération, finalement. Oui, de la décarbonation, par Oui. exemple, de nos parcs immobiliers. Et puis, on a un comité spécifique où il y a une centaine d'entreprises qui travaillent sur l'open data. Donc, pour faire toutes ces analyses, les 2 principales qu'on a citées tout à l'heure, il faut des données. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'open data? Alors, l'open data, c'est la donnée ouverte. Données ouvertes, c'est pas forcément données gratuites. Voilà. Dans la donnée ouverte, il y a la donnée gratuite, mais il faut déjà qu'elle soit ouverte. Donc, la première donnée sur laquelle l'État s'oblige à une ouverture, c'est donc la donnée publique. Donc, c'est des sujets sur lesquels il y a une agence qui a été créée en 2011 qui s'appelle Etalab, qui est le maître d'œuvre de cette ouverture. Mais en réalité, c'est la loi sur la République numérique de 2016 qui a donné le coup d'envoi de l'ouverture effective de ces données. Et la première donnée qui a été ouverte, c'est DVF, donc c'est les données de valeur foncière. Donc, l'assiette des impôts. Oui. Et donc, le LIFTI a contribué à la définition technique de l'ouverture de ces données. Voilà un rôle très pratique qu'on a pu faire pour que l'ensemble de la société civile puisse en avoir le meilleur usage. Donc évidemment, avant les acteurs publics, cette donnée, depuis 2011, était déjà ouverte aux acteurs publics, les collectivités, l'État lui-même, ses agences, les aménageurs publics, les établissements publics fonciers. Et donc depuis 2019, avril 2019, cette donnée est ouverte au grand public. Au grand public, voilà. Via un site internet. Via un site internet qui a été mis en œuvre par Etalab. Et donc nous, sociétés privées, on en fait usage. Donc l'open data, c'est ça. Et donc évidemment, ce champ de l'ouverture par le public, DVF c'était la pose d'une première pierre. Et donc depuis, d'autres données ont été ouvertes et c'est pas fini. Au fur et à mesure. Voilà, donc l'open data, c'est ça. C'est déjà des données grevées de droit au départ. Donc on utilise, on va dire, dans un entre-soi pour, par exemple, pour une fiscalité, pour un processus administratif, et qu'on décide d'ouvrir à tout le monde pour qu'on puisse l'utiliser. Donc là, l'État le fait gratuitement. D'accord. Et donc, côté privé, on peut avoir le même type de processus d'ouverture. Moi, par exemple, je produis des données. Aujourd'hui, elles sont réservées à l'usage exclusif de mes clients et je peux décider de les ouvrir plus largement. En partie ou en totalité en partie, en totalité. Pour certains thèmes, peut-être. Exactement. Et les ouvrir une partie gratuitement et une partie, évidemment, de manière rémunérée. D'accord. Alors, vous parlez de données publiques, données privées. Ça a été le sujet d'un référé de la Cour des comptes de mai dernier. Qui épinglait d'abord, dans un premier temps, la politique, la donnée publique à usage de la politique du logement, peu mobilisable, complexe, peu actualisée, et aussi ils alertaient sur un certain risque de dépendance de la donnée privée, enfin de cette donnée publique à la donnée privée, qui était parfois utilisée pour les données sur le logement notamment. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mises en garde ? D'abord, elles sont censées. C'est-à-dire qu'il y a une part de vérité absolue là-dedans. C'est que c'est vrai que la donnée publique est de conception un peu ancienne. Ça date, on va dire, des années 60 ou 70. Donc évidemment, les modèles ont été révisés, mais quand même, on est sur des vieux systèmes d'information avec une manière de délivrer la donnée qui est très statistique. Donc c'était l'usage qu'on souhaitait à l'époque et qui était suffisant probablement. Et on parle là au-delà de la numérisation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des données publiques, telles qu'elles sont délivrées aujourd'hui, elles sont rétrospectives, c'est-à-dire elles vous parlent au mieux le trimestre dernier, souvent l'année dernière, voire il y a 2 ans ou 3 ans. Les données de recensement, par exemple, de l'INSEE.
C'est vrai. Elles sont pas, elles datent pas du mois dernier, elles sont Tout plus à fait. anciennes. Hein, mais bon, et toutes les données publiques ont un peu cet effet de C'est vrai, rétroviseur. c'est vrai que c'est un exemple un peu abrupt parce que c'est difficile, mais j'imagine que pour d'autres données plus spécifiques, ça doit être un peu plus simple en tout cas, c'est ça? Oui, mais surtout, si vous voulez, donc vous avez toujours l'effet rétroviseur, Mhm. vous avez l'effet indicateur, c'est-à-dire en fait, on publie pas une donnée géolocalisée, mais on publie une donnée qui va être fabriquée, enfin communiquée en termes d'indicateurs de conjoncture, par exemple, et on va donner la moyenne de ce qui s'est passé en France ou dans une région. Mhm. Hein, donc c'est plutôt ça l'objectif principal qui était donné à ces informations publiques jusqu'à présent, Mhm. ou jusqu'à peu de temps. Hein, et donc effectivement aujourd'hui on rentre et donc du coup ça manquait un peu de précision aussi. Hein, donc on avait des grands indicateurs généraux, mais sur finalement peu d'informations. Donc aujourd'hui effectivement pour ne serait-ce que mener des politiques publiques, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe, hein. D'accord. Donc, où il faut travailler en temps réel, c'est-à-dire des données actuelles, voire en prospective, hein, c'est-à-dire se projeter vers le futur. Il faut mélanger plusieurs informations pour que ça fasse sens, hein. C'est-à-dire il faut comparer la démographie, les prix et les objectifs carbone, par exemple. Hein. Donc, Mhm. ouais, ça, c'est nouveau. Il y a 10 ans, on n'y pensait pas. Hein. Et il faut aussi faire ça à des échelles territoriales plurielles et donc souvent fines. Gérer la décarbonation, c'est un bâtiment qu'on doit décarboner, c'est un quartier, c'est une ville. Mhm. Voilà, et c'est l'addition de cas particuliers qui fera que globalement en France, on atteindra nos objectifs. Donc, on a D'accord. besoin aujourd'hui de sets d'informations beaucoup plus riches. Hein. D'où le privé. Enfin, d'où la donnée privée Alors déjà, en partie. d'où le fait que le public déjà continue à s'organiser pour fournir une information géolocalisée Mhm. et mobilise tous ses services. Donc, on a commencé avec DVF, ce qui était très bien au niveau de la DGFiP. Donc, c'est un premier pas. Nécessaire mais pas suffisant. Il y a d'autres fichiers fonciers que doit ouvrir absolument la DGFiP et je sais qu'ils y travaillent. Mais il y a aussi, par exemple, des données bâtimentaires. Donc, le Centre national des techniques du bâtiment, CSTB, hein, donc, qui est une agence d'État, a mis en place et a ouvert en avril une banque de données bâtimentaires, 20 millions de bâtiments géolocalisés, hein, d'un jumeau numérique finalement du bâti en France, dans lequel il y a une vingtaine de corps de l'État hein, qui ont publié leurs données localisées à l'immeuble, toutes les données publiques sur un immeuble, 20 informations. Alors, pour vous donner le pendant, hein, par exemple, Pendant privé. le pendant privé, il y a un acteur qui est membre du LIFTI, qui s'appelle Namer. Hein, Namer, donc, lui aussi fait un jumeau numérique qui est finalement le pendant de ce qu'a fait CSTB, hein, c'est le même. Au départ, c'est les mêmes bâtiments, 20 millions. Hein, et eux, ils sont en train de réunir dessus 150 données différentes qui viennent qualifier un bâtiment. D'accord. 150 à comparer aux 20. contre 20. Dans les 150, il y a les 20. Bien sûr. Hein, fournis en open data par le public, mais Bien il y sûr. en a 130 autres. Et les 130 autres qui sont interopérés, documentés, etc., sont utiles tant au public qu'au privé. Hein, ce n'est pas un outil que pour le privé. Donc, il est probable, enfin, moi, je verrais un grand intérêt à ce que le public regarde ce type de base de données pour voir quel usage allant dans le sens de l'intérêt général, il pourra en faire et ne pas se focaliser. Faire de l'analyse publique aujourd'hui qu'avec de la donnée publique, de mon point de vue, c'est utile, mais largement pas suffisant, trop limité. Hein. D'accord. Et comme, à l'inverse, à l'époque, côté privé, quand on n'utilisait pas les données publiques, on avait aussi des limites. D'accord. Alors, face à ces enjeux, comment se positionne Adéquation? Quelle est votre actualité, on peut dire? Oui, alors Adéquation, c'est une société d'études et de conseils spécialisée dans l'observation et la programmation des marchés immobiliers résidentiels. Ça, c'est notre métier. Donc là-dedans, on a une base de données qui est spécifique, qui est un actif singulier que personne d'autre en France ne produit. C'est tout le suivi en temps réel, quasi temps réel, de la commercialisation des opérations de logement neuf, immeuble par immeuble, logement par logement, sur l'ensemble de la France métropolitaine, même si on fait quelques départements d'outre-mer. D'accord. On ne les fait pas tous, mais on le fera un jour. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, on s'y attelle. Quand on a ça, donc évidemment, chez Adéquation, on se dit, ce set de données,
on l'utilise pour nos propres clients, promoteurs. Mais en fait, cette donnée aurait beaucoup plus d'usages possibles si on l'ouvrait en open data, partie gratuite, partie payante, comme je l'exprimais tout à l'heure. Et puis, ce raisonnement que nous avons, il y a certainement 70 ou 80 sociétés autres, privées qui doivent aussi faire en pareil. France, qui se posent la même question Bien sûr. au même moment. Et donc, on n'a pas, nous, matériellement, les moyens d'adresser nos données à tout le monde. Donc, du coup, Adéquation a pris l'initiative de créer une place de marché, une marketplace, comme on dit en anglais, de la donnée immobilière résidentielle privée en France. Donc, on va essayer, dans cette marketplace, de motiver nos confrères pour y adhérer. Et cette marketplace devrait permettre, de mettre en visibilité toutes les données immobilières qui existent déjà produites par le privé avant. Parce que beaucoup de gens posent des questions en disant ce matin, on m'a encore posé la question de savoir s'il y avait une numérisation, par exemple, des baux. Oui. Des baux, et puis une numérisation des procès-verbaux d'assemblée générale dans les copros, parce qu'on en aurait besoin probablement pour venir renseigner Ça, c'est les données bâtimentaires. C'est quelque chose que vous pouvez avoir. Il y a des acteurs en France qui se sont déjà chargés de cette numérisation. Simplement, si vous posez la question, même à moi, je dis je ne sais pas, peut-être, mais j'en sais rien. Donc, l'idée, c'est de fédérer. L'idée, c'est de fédérer ces gens-là, donc de construire une vitrine où on les voit. Donc, au moins, on sait que ça existe. La deuxième chose, c'est de documenter, c'est-à-dire de se dire attention, voilà très précisément les API qu'ils ont. Et voilà comment techniquement on peut les implémenter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une documentation technique. Voilà. La troisième chose, c'est de pouvoir les rendre accessibles, ce qui est autre chose. C'est-à-dire, en fait, il faut pouvoir les acheter, contractualiser facilement avec des licences d'utilisation. Et dernière chose qui est très importante, il faut pouvoir, pour certains d'entre eux, les labelliser. Quand on parlait de dire que, tiens, il faudrait peut-être qu'on ait un usage public de cette donnée et qu'on le fasse en confiance, probablement que pour que les utilisateurs publics utilisent une donnée privée en confiance, le fait qu'elle soit labellisée, qu'on sache exactement comment elle a été fabriquée et pour quels usages, ça serait certainement bienfaiteur. D'accord. Laurent Escobar, merci pour votre témoignage. La suite de cette matinale InnovaPress avec Air Nouvelle, je reçois son directeur général Marc Domas. Marc, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Alors, Air Nouvelle et Equance, on va dire auquel vous êtes la filiale, a eu une actualité assez bouillante. Enfin, il y a quelques jours, une dizaine de jours à peu près, le groupe Equance a été racheté par le groupe Bouygues. C'était un rachat qui datait déjà d'un petit peu, qui était déjà dans les tuyaux. Ça a été finalisé il y a une dizaine de jours. J'imagine que pour l'impact stratégique pour votre filiale, ça n'est pas encore tout à fait d'actualité, mais est-ce que vous avez un commentaire sur cette acquisition ? Non, mais d'abord, c'est un mouvement majeur, vous le savez, pour le groupe Bouygues, qui fait bouger son centre de gravité, puisque Equance va former la plus grosse filiale de la holding Bouygues, et un 6e métier de 100 000 personnes et 17 milliards d'euros d'activité. Donc c'est un énorme mouvement pour Bouygues, et pour nous, Equance, ça donne un nouveau souffle et ça donne beaucoup de visibilité à nos métiers. Du multitechnique, on agit au cœur des 3 transitions, transition environnementale, transition digitale, transition industrielle, et ça nous propulse en avant sur ces sujets-là, donc on est ravis et Air Nouvelle avec. D'accord. Merci déjà pour ce premier témoignage. Vous l'avez dit, vous êtes donc une filiale d'un groupe de services multitechniques. Alors, on ne va pas les citer tous, mais ils sont très, très nombreux. Vous êtes plutôt sur l'immobilier, sur l'aménagement. Et vous avez d'ailleurs livré il n'y a pas très longtemps un petit livre bleu qui est juste ici, Beyond Bas Carbone. Quel a été le fondement de cette réflexion sur le bas carbone ? Non, mais Air Nouvelle, c'est effectivement la filiale de promotion immobilière et d'aménagement bas carbone d'Equance. Et on est né il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, autour de l'idée qu'il fallait qu'on développe des projets immobiliers très avant-gardistes, premium environnemental, du fait de notre appartenance à Equance, et donc se positionner sur des schémas très, très avant-gardistes. L'an dernier, on s'est rendu compte que beaucoup de promoteurs, et c'est une très bonne nouvelle, se sont positionnés sur la promotion bas carbone. Et du coup, ça nous a réinterrogés. On a fait un peu d'introspection sur notre propre positionnement et sur la façon dont on abordait les sujets. Pour ce faire, on a interviewé une trentaine d'acteurs qui sont tous cités au dos de
de ce verbatim, puisqu'il s'agit en fait d'un recueil de citations de ces 30 acteurs. Et ces 30 acteurs nous ont aidés dans notre réflexion stratégique et dans comment on positionne Air Nouvelle dans ce monde de la promotion et comment nous, Air Nouvelle, on est par rapport aux autres promoteurs bas carbone. Et alors, comment ça se traduit dans vos projets ? Dans nos projets, en fait, on a défini 4 piliers fondateurs qui sont nos 4 points cardinaux, notre boussole, en fait, de développement de projet. L'énergie, efficacité énergétique, énergie renouvelable sur site. Ça, c'est des fondamentaux très, 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 très forts pour nous, également du fait de notre appartenance à Equans. La mobilité, comment on fait en sorte que les projets qu'on développe soient des projets les plus décarbonés possibles, avec la mobilité décarbonée, donc douce et motorisée électrique ou motorisée biogaz, hydrogène. Les matériaux, comment évidemment on travaille sur les matériaux géosourcés, biosourcés, et la biodiversité. Donc ça, ce sont nos 4 points cardinaux, et c'est à travers ce prisme qu'on développe des projets bas carbone. Vous pouvez en citer quelques-uns ? Oui, on a une vingtaine de projets aujourd'hui pour environ 500 millions d'euros de quote-part chiffre d'affaires en développement. Mais si on doit regarder 2 projets d'actualité récente, on vient de signer l'acquisition d'un foncier à Toulouse, dans la zone de Bordeaux-Rouge, au pied du métro, pour développer avec un confrère Nexity un immeuble très bas carbone, totalement bois, photovoltaïque en toiture, géothermie, parc en pleine biodiversité. Donc ça, c'est un de nos projets important qui est en pleine actualité et très concret, bien sûr. Et puis, on a un autre projet différent à Bordeaux. C'est le sud-ouest quand même. Mais il faut rester, c'est pas mal aussi. Très bien, il y a un beau climat aussi, apparemment. Mais différent. Donc, on est sur un projet plutôt urbain, donc sur la rive droite de Bordeaux, pour ceux qui connaissent, c'est la zone Bastide-Niel, où on développe, là aussi, avec un partenaire qui s'appelle Le Gendre, et Acquipierre, 2 partenaires, un projet de 300 logements, où on a du raccordement réseau de chaleur qui est 80% ENR, 2000 m² de photovoltaïque totalement intégré en toiture, des mobilités mutualisées, un parking foisonné, etc. Donc on est à chaque fois sur ces sujets-là. On a aussi des forêts urbaines. Voilà, on travaille sur ces questions-là, les matériaux à proximité immédiate du site. Donc on est toujours sur cette problématique de dire on fait du bas carbone, on mutualise des services, on fait du renouvelable sur site et on s'intéresse aux matériaux qui sont produits à une centaine de kilomètres maximum de l'endroit pour favoriser l'économie locale, puisque ça aussi, c'est faire du bas carbone que de faire travailler les entreprises du coin. D'accord. Alors, dans un de ces 4 points cardinaux, vous avez cité l'énergie, qui est quand même quelque chose qui est très important à l'heure actuelle et d'actualité. Pouvez-vous préciser un petit peu quel rôle est-ce qu'une structure comme la vôtre peut avoir ? Je parle de la structure Air Nouvelle, mais à plus forte raison d'Equans. Alors, pour juste faire un petit retour, là, dans les années 70, on vit le premier choc pétrolier. Bien sûr, 73. On avait à ce moment-là une consommation énergétique de référence de 470 kWh par mètre carré. C'est un peu technique. Mais on a fait évoluer les réglementations du bâtiment neuf et de la rénovation lourde pour arriver aujourd'hui en 2020 à 15 kWh par mètre carré. Donc, on a divisé par 30 les consommations de référence. Donc, nous, aujourd'hui, notre sujet, c'est bien sûr de faire de l'efficacité énergétique, mais de s'assurer que l'énergie consommée résiduelle soit une énergie renouvelable. Et ça, avec Equans, on a les meilleurs référents, les meilleurs savoir-faire dans le groupe pour faire de la géothermie, du photovoltaïque, de la biomasse, Parce etc. que vous avez à chaque fois une filière qui est plutôt spécialisée dans chaque domaine ? Oui, parce que Equans, c'est presque plus de 30 000 personnes en France, dans toutes les villes de France, avec à chaque fois des experts, installateurs, mainteneurs de ces solutions techniques, et donc qui sont capables de développer des solutions sur les sites sur lesquels on travaille. Donc on parle d'énergie du bâtiment, également d'énergie des mobilités, puisque la transition des mobilités vers les mobilités électriques notamment, vélo, je vous ai dit biogaz, hydrogène aussi, dans certains cas, plutôt pour des mobilités logistiques, là, cette fois-ci, nécessitent un vecteur énergétique totalement différent que celui qu'on a du mal à trouver à la pompe en ce moment. Et donc, on est en train de shifter aussi complètement sur ces sujets-là. Et on a la chance, Air Nouvelle, de s'appuyer sur Equans pour accéder à tout ce savoir-faire. D'accord. Marc Domas, merci beaucoup pour votre témoignage.